Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine depuis le Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel, édition 2021. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Ce matin, je reçois sur le plateau 3 invités pour évoquer les matériaux du patrimoine. En effet, la restauration du bâti ancien nécessite l'emploi de matériaux souvent traditionnels, le bois, la pierre. Ces matériaux sont aujourd'hui utilisés en construction neuve. Les matériaux de demain sont-ils donc ceux du patrimoine ? Pour répondre à cette question, à ma gauche, M. Frédéric Létoffé, vice-président du GMH, le groupement des entreprises de restauration des monuments historiques, et qui est également tailleur de pierre. Bonjour. Bonjour. À ses côtés, M. Sylvain Ponchon, administrateur de la Fédération française des tuiles et briques. Bonjour. Bonjour. Et enfin, M. Jérôme Carraz, responsable de l'Institut de la charpente et de la construction bois et également compagnon charpentier. Exactement, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, on peut se demander en quoi les matériaux du patrimoine répondent-ils à des enjeux actuels, des enjeux environnementaux par exemple. On va dire que le patrimoine a toujours contribué à l'environnement sur la base, parce que de toute manière, on a toujours construit avec des matériaux dits naturels, on va dire, voilà, et des matériaux locaux, des matériaux qui s'employaient facilement, avec des distances assez proches. Donc on a toujours utilisé des matériaux naturels de fait. Donc que ce soit effectivement la pierre, le bois, la terre cuite, le schiste, l'ardoise, le marbre. On a toujours utilisé des matériaux naturels et on s'est toujours attelé à ça. Donc naturellement, en fait, le patrimoine rentre bien dans ce type de travail. Ouais. Oui, en effet, les matériaux type terre cuite répondent également à la valorisation, puisqu'ils sont recyclables, ils ont un ancrage local, ils sont en circuit court, ils sont durables dans le temps. Donc, de par leur utilisation, mais également leur recyclabilité, ils s'ancrent bien dans le patrimoine et le devenir du patrimoine. Pour le bois. Et bien entendu, pour le bois, il n'y a pas photo non plus, puisque le bois était issu des forêts locales. Il peut être aussi réemployé autant que faire se peut, de manière durable. Et aujourd'hui, dans les enjeux environnementaux actuels, il a toute sa place, puisque le bois, dans son emploi, stocke du carbone, donc du gaz à effet de serre. Oui, donc effectivement, on peut cocher plusieurs cases. Circuit court, durabilité, empreinte carbone. Donc on peut comprendre aisément que ces matériaux soient utilisés aujourd'hui, pas seulement dans la restauration du patrimoine. Complètement. Et certaines techniques, même, je parle pour mon métier de charpentier, certaines techniques comme le lamellé-collé, qui sont contemporaines, qui ont amené des évolutions comme le CLT. Aujourd'hui, on fait des murs pleins en bois. Mais si on reprend historiquement le lamellé-collé, l'ancêtre du lamellé-collé, c'était le lamellé cloué et le lamellé claveté, dont un très bel exemple est le fort de Mont-Dauphin dans le Briançonnais, qui est aujourd'hui classé au patrimoine et qui fait partie du patrimoine. Ouais. Oui, donc il y a des matériaux et des techniques aussi, évidemment liées au patrimoine, à sa restauration, qu'on peut utiliser aujourd'hui, peut-être des techniques qu'on redécouvre parfois. Je dirais qu'il y a par exemple, sur un support bois, on peut utiliser des matériaux type terre cuite en bardage, qui sont aujourd'hui une demande très architecturale et qui s'ancrent dans le patrimoine de demain, et qui ont un autre vecteur d'utilisation que le patrimoine de la tuile tel qu'on le connaît ancestral, qu'on mettait plutôt en toiture. Et dont la production était un ancrage local. D'ailleurs, on a souvent des rues qui sont des tuileries et on a souvent des rues qui sont des briqueteries, puisqu'on avait des circuits courts et des présences beaucoup plus courtes. Aujourd'hui, ces matériaux-là traversent les âges et demain peuvent se positionner dans d'autres types d'emplois, tels que le bardage. C'est un enjeu pour demain. Demain, on doit penser la construction sur ce principe de réutilisation et de réemploi, et aussi d'utilisation de matériaux naturels. Donc, on a en France une richesse incroyable sur des matériaux divers et variés, comme on vient de l'évoquer.
on a la possibilité de pouvoir travailler avec des matériaux locaux, avec des circuits courts. Et ce sont des matériaux, encore une fois, des matériaux naturels, réemployables à l'infini. Voilà. On a parlé effectivement de l'ardoise, de la tuile, pardon, mais l'ardoise aussi, c'est le cas, du bois, de la pierre. On a également le plomb. On parlait aussi, on a beaucoup dans le patrimoine de couverture en plomb. Il faut savoir que le plomb est réemployable à 100%. Il se fond et il se réutilise, il n'y a pas de déperdition. Même si on parle que le plomb est un matériau dangereux dans l'usage, quand il faut le faire chimiquement, le faire travailler, il y a des risques. Mais une fois qu'il est mis en place, il est stable. Donc on a la possibilité, en France, encore une fois, d'utiliser des matériaux naturels comme ça à l'infini. Voilà. On n'a pas parlé de pisé aussi. On peut utiliser de construction en pisé. Voilà, ce sont des techniques qui ont un peu perdu. Les savoir-faire se sont un peu dilués, mais on a des capacités à pouvoir réutiliser ces matériaux et reformer derrière ça pour qu'on puisse rebâtir le bâti de demain avec des matériaux naturels. On a toutes les capacités en France de pouvoir le faire. Ce qui est également important dans le matériau naturel, c'est, je dirais, l'infinité du gisement de production. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de l'argile, aujourd'hui, il se dépose 2 fois plus d'argile de par la sédimentation que l'on en utilise au sein de la filière française des tuiles et briques. Donc, on a un matériau naturel, infini, recyclable, valorisable, à hauteur de 94%, si on veut rentrer dans des chiffres très précis, avec une filière et des filières qui ont des enjeux également de décarbonation de leurs industries pour répondre aux enjeux de futur. Donc, je dirais que si on met tous ces vecteurs en parallèle, on est bien dans un matériau qui passe de l'ancestral du patrimoine à l'avenir et au devenir demain. Et sur toute la partie réemploi, je pense que c'est quelque chose qui va être d'autant plus d'actualité avec les réglementations qui évoluent sur les enjeux de la RE 2022. Les RE 2020, la réglementation environnementale, effectivement, va imposer effectivement la réutilisation de matériaux. Alors, elle rentre en jeu déjà pour la construction neuve dès l'année prochaine, mais après, on va arriver sur les sujets de bâtiments anciens et de réutilisation, réemploi de matériaux. C'est-à-dire, le bâti existant va devoir se transformer, mais se transformer avec des éléments qui existent déjà, donc la réemployabilité de certains matériaux. Alors, il y a encore quelques sujets qui coincent, notamment l'assuranceabilité, c'est-à-dire réapporter une garantie décennale, dite décennale, sur ces matériaux anciens. Bon, on est encore dans une situation un peu complexe en ce moment, mais bon, les assurances vont, à un moment donné, on va trouver des accords pour qu'on puisse réemployer ces matériaux qui sont de fait tout à fait garantis dans le temps. Ce sont des matériaux qui ont déjà été éprouvés et peuvent à nouveau être utilisés sans crainte. Mais bon, après, il faut qu'on sorte d'un aspect un peu normatif assez rigide que nous avons en France, mais c'est comme ça, et permettre justement la réemployabilité de certains matériaux. Et même au-delà de ça, je dirais, on a presque un wagon de retard, puisque si on prend le continent nord-américain, des pays comme le Canada, où eux ont déjà... Alors, ils n'ont pas les problématiques d'assurance décennale, comme nous on peut l'avoir, mais ils possèdent déjà des rebuilding centers, où ils vendent des matériaux de construction de réemploi. Et ça existe déjà depuis très longtemps dans les pays comme le Canada. Donc je dirais, on a presque un wagon de retard. Alors, je suis entièrement d'accord sur la notion de réemploi telle que vous le présentez. Je rajouterais la notion de valorisation ou de recyclabilité qui a tout autant son importance. L'important, c'est de ne pas jeter et l'important, c'est de revaloriser. L'emploi peut être différent. On peut utiliser aujourd'hui la recyclabilité dans différents types de matériaux de construction n'est pas forcément un emploi identique. En tout cas, c'est d'éviter la mise en déchet du produit inerte et de le revaloriser. Aujourd'hui, 42% du recyclage et du réemploi repasse, je dirais, dans la matière première de la terre cuite, et 55% sert au remblaiement, à la préparation de routes. Donc on est dans la valorisation et on évite par ce biais l'excavation de nouvelles sources d'argile et également d'accentuer l'empreinte carbone
Donc la revalorisation est aussi une méthode de réemploi du matériau. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir réemployer aussi en imaginant une nouvelle utilité. Ça peut être le cas de... Complètement. Et même pour aller plus loin, on peut même envisager la mixité des matériaux dans le réemploi. Sur des charpents de bois, on peut très bien mixer avec même des planchers bois-béton ou des charpentes avec du métal. Ça se fait déjà et ça se fera encore. Et pourquoi pas l'intégrer aussi dans le patrimoine. Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que vous disiez. Je crois que la pluralité des matériaux, le nombre de coloris, le nombre de formes, 250 coloris, 400 formats, permettent de construire, quoi qu'il en soit, le patrimoine de demain. Donc chaque action que nous avons aujourd'hui, qui soit une restauration de patrimoine avec des tuiles plus ancrées pour cette orientation-là, mais également des productions aujourd'hui plus récentes avec des produits plus modernes, construiront demain un patrimoine qui nous appartiendra de maintenir et de développer. Et est-ce que on peut craindre pour ces matériaux des effets de la mondialisation ou de l'industrialisation? Est-ce qu'ils sont en danger? Alors, l'industrialisation, c'est un vaste sujet. C'est d'ailleurs un discours, on entend beaucoup parler dans le bâtiment, c'est-à-dire préfabriquer des éléments à l'extérieur, alors que ce soit en France, en Europe ou même au-delà. On peut imaginer plein de choses. Donc, c'est un peu le vent en poupe. Ça veut dire que on externalise l'activité du bâtiment, neuf en l'occurrence, à l'extérieur. C'est-à-dire on amène les éléments préconçus, préassemblés et qu'on met en place. Ce qui évite, ce qui permet de gagner du temps, du temps, de l'impact sur le site, des nuisances et aussi de rationaliser beaucoup de choses. Voilà. Donc ça permet effectivement d'amener une mécanisation assez forte, mais en lieu d'assemblage, c'est-à-dire dans des usines, mais pas sur place. Alors, cette forme d'industrialisation, elle est quand même limitée par rapport à un type de construction. On n'est pas sur de la construction, on va dire, complexe. On est sur des choses assez simples, sur du logement, sur des logements étudiants, des choses comme ça. Le risque, c'est que effectivement, ce type d'externalisation, d'industrialisation à l'extérieur, amène à amener des matériaux assez binaires, on va dire. Voilà. On ne rentrera pas forcément dans des techniques de matériaux naturels, locales, puisque forcément, on va amener toute une chaîne de fabrication derrière ce processus. Donc il faut... Alors, est-ce qu'il y a un danger? On ne peut pas empêcher ce type de processus se mettre en place. Elle se mettra en place, elle s'adaptera, mais moi je pense qu'on n'a pas de crainte à notre niveau, parce que, encore une fois, en France, on va dire, je l'ai déjà dit, on a une richesse assez forte dans les matériaux naturels, ce qui va nous permettre de redynamiser un secteur, ou des secteurs en région, avec des savoir-faire et des compétences. Et ça, on appelle ça les systèmes non industrialisés. Voilà, c'est des techniques, on appelle ça des techniques non industrialisées, donc qui met en place des savoir-faire, des compétences sur le site, enfin en région, locale, des compétences et également des matériaux. Voilà, c'est-à-dire donner une activité économique locale. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et je pense que l'environnement a tout à gagner aussi en proposant ces techniques-là. De se réapproprier ces anciennes techniques et de les mettre aussi avec des solutions modernes, c'est-à-dire de la mécanisation. Bon, si je parle au niveau de la pierre, puisque c'est mon métier, on peut extraire maintenant en carrière avec des moyens mécaniques qui sont assez modernes, qui simplifient et qui rationalisent le travail, qui nous permet aussi d'élever des bâtiments neufs de grande qualité, avec des techniques modernes et à des coûts maîtrisés. Voilà. Donc ça nous permet aussi de mettre en avant ces matériaux naturels, locaux, à des coûts, encore une fois, qui sont contenus. Voilà.
Et j'irais même plus loin au travers de ces techniques modernes, de cette industrialisation, mais pas à outrance non plus. Nous, sur l'aspect formation des jeunes et moins jeunes, les compétences évoluent aussi. En même temps, on apprend toujours aux plus jeunes sur des niveaux d'entrée comme le CAP en charpente des techniques anciennes, mais progressivement on va les amener vers ces outils numériques, vers ces outils de fabrication numérique aussi, et la compétence évolue en même temps. Je mettrais également un argument important dans, je dirais, est-ce qu'on est exposé à la mondialisation sur des matériaux naturels utilisés, on va dire, au quotidien entre le passé et l'avenir. Il y a l'ancrage architectural des couleurs rouges du nord aux couleurs roses du sud que l'on fait passer du passé, donc de la conservation du patrimoine au demain avec des solutions bardage, des solutions plus mécanisées. Aujourd'hui, ça nous donne quand même un trait d'union dans un ancrage territorial avec des circuits courts de production. Vous le disiez, des entreprises, des petits producteurs artisanaux qui sont entreprises du patrimoine vivant, des industries plus conséquentes qui permettent d'avoir un tissu qui répond à l'ensemble des enjeux de demain. Donc, la mondialisation... Pour la filière des tuiles et briques, non. Je dirais plus la relocalisation, la valorisation, l'ancrage local, la continuité, la décarbonation, parce que c'est une nécessité avec un enjeu climatique. Donc avec demain des technologies de rupture telles que l'hydrogène pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Et puis pour finir, je dirais, dans cette filière-là, on a une balance commerciale qui est plutôt excédentaire. Vous voyez, donc on a un ancrage plutôt qui est local et cette production qui continuera d'être locale. Je rebondis un peu sur le travail de ces matériaux et aujourd'hui la manière dont on les met en œuvre. On a parlé un petit peu de mécanisation, de machines. Finalement, ce sont des matériaux traditionnels, mais eux n'ont pas changé, mais nous, notre manière de les travailler a un petit peu évolué et s'adapte à des contraintes de pénibilité, etc., pour faciliter un peu le travail et donner peut-être envie aussi aux jeunes de venir pratiquer ces métiers. Complètement. Vous avez parlé de pénibilité et effectivement dans les métiers du bâtiment et de la construction on est face à ça et le fait de mécaniser c'est aussi une solution pour que les personnes fassent carrière plus longtemps, je dirais, contrairement à ce qu'on pouvait voir dans le temps où les gens étaient usés, fatigués. Voilà. Ce n'est plus du tout ça aujourd'hui. On a des entreprises qui permettent aussi une évolution au sein de leur entreprise, d'aller plus loin, peut-être sur un emploi de bureau d'études par la suite, quand effectivement, peut-être physiquement, on commence à être on baisse un petit peu. Voilà. Et tous ces aspects-là sont pris en compte aujourd'hui dans les entreprises. C'est l'humain aussi avant tout, même si on parle de mécanisation. Alors, effectivement, la pénibilité, c'est un enjeu important dans nos métiers. On a beaucoup évolué. Depuis que j'ai commencé il y a 30 ans, c'est vrai qu'on a beaucoup évolué dans ce domaine. Il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est vrai que les jeunes, ça peut rebuter. Mais les techniques, quand même, ont fortement évolué. Alors, déjà, au niveau de la préparation des matériaux, donc qui est très mécanisé, effectivement. L'outil numérique est bien en place pour le façonnage des pièces de charpente, en l'occurrence, ou pour la pierre. On a des éléments maintenant modernes qui permettent de travailler facilement la matière. Sur le chantier, c'est pareil. On a des moyens de levage, les moyens d'accès, des échafaudages qui sont ergonomiques. Maintenant, on travaille maintenant sur des exosquelettes. Ce sont des éléments qui aident et qui soulagent certaines tâches de travail, donc qui évitent de porter trop de poids sur une durée trop longue. Donc, on est en constante évolution dans ce domaine-là. Et il ne faut pas avoir peur de la mécanisation, bien au contraire, elle s'adapte. Et c'est des éléments qui s'accompagnent par rapport à notre métier. Voilà. Alors, si je veux revenir juste sur un petit bol sur la partie patrimoniale, voilà,
il faut juste mettre une limite entre la mécanisation et le travail manuel, parce que le patrimoine, quand même, c'est aussi... on travaille sur des édifices qui ont plusieurs centaines d'années, et à l'époque, on ne travaillait pas avec de la machine. Bon, ils auraient connu la machine à l'époque, ils l'auraient fait, mais ce n'était pas le cas. Donc le travail reste manuel. Donc il faut bien mettre une limite entre où on met le curseur de la machine, hein, et de son approche et de sa finition, qui doit encore rester manuelle. Voilà. Donc ça, c'est très important dans les métiers du patrimoine. Bon, après, quand on rentre dans du contemporain, effectivement, la mécanisation peut s'imposer, et de fait. Mais on reste quand même très soucieux au niveau de la tâche, au niveau manuel, d'avoir une finition manuelle et de garder cette connaissance de la main qui est importante dans nos métiers. D'un point de vue plus industriel, plutôt que sur la mise en œuvre, je dirais que les tuiles et briques répondent par l'optimisation des procédés, l'optimisation des process industriels qui permettent d'optimiser, je dirais, les types de matériaux utilisés sur les chantiers. Bien sûr, par la modification des formats pour diminuer la pénibilité, hein. Moins de formats, moins de manutention, plus d'optimisation. Et puis, je dirais, par l'optimisation du poids tout en conservant les caractéristiques mécaniques. La digitalisation de nos procédés industriels nous aide dans cet axe-là. Donc on est plus sur cet aspect-là. Après, moi, je vous rejoins entièrement sur la nécessité dans la valorisation du patrimoine de conserver la mise en œuvre ancestrale, donc qui accompagne le patrimoine quelque part. Il y a des gestes qui doivent perdurer. Exactement. Oui, complètement. Je rebondis également sur la revitalisation des territoires, parce que finalement, tous ces matériaux-là sont ancrés dans les territoires, c'est ce que vous disiez, et peut-être pourraient à l'avenir aussi aider à la revitalisation de certains territoires, par peut-être, je ne sais pas, l'ouverture de carrières ou l'extraction d'argile ou l'exploitation de forêts. Est-ce que c'est un enjeu aussi pour les territoires dont ils pourraient s'emparer pour se développer, avoir plus d'attractivité ? Complètement. Et par ce biais-là, même en revalorisant certains territoires, on pourra peut-être éviter des crises comme on vient de connaître récemment, sur une pénurie qui est peut-être plus ou moins organisée quand même, mais pénurie quand même, de certains matériaux, et de sécuriser les appros pour les entreprises. Tout ça permettra certainement de sécuriser les circuits courts, les approvisionnements des entreprises, et puis je dirais d'éviter la spéculation à outrance sur les matériaux, ce qui impacte fortement les entreprises aussi. Moi, j'ajouterais le mot vitalité économique des territoires par la conservation de l'emploi, puisqu'on est sur des circuits courts, on est sur des entreprises qui sont à une proximité locale et d'extraction. Hein. Nous, on a des carrières qui sont vraiment à proximité de nos usines, et de l'autre côté, une utilisation aussi locale. On conserve cette vitalité économique. Donc je pense, la conservation de l'emploi est un élément important. Ça veut dire que les départements, les régions, les pays ont tout à gagner, hein, de valoriser encore une fois un patrimoine local, hein, et de ce fait des matériaux locaux, une industrie, des savoir-faire. Avant la pandémie, la France était le premier pays au monde, hein, visité par beaucoup de personnes externes au pays. Et ils venaient voir quoi, essentiellement? Ils venaient voir du patrimoine. Hein. Alors, un patrimoine immatériel, un patrimoine que nous travaillons, que nous restaurons, mais aussi culinaire et autres. Et ce sont des patrimoines locaux, encore une fois. Quand on se balade en France, on a cette chance de changer de région et de changer d'architecture et de fait de matériaux. Et c'est là qu'on a cette richesse en France. Donc moi je pense que les régions, elles ont tout intérêt à développer ce tissu-là, encore une fois, de matériaux, et de relancer une activité économique, d'aider des entreprises à se relancer dans ces domaines-là. Alors c'est des petites niches, on va dire, mais qui feront encore une fois des grandes rivières après, derrière. Voilà, très simple, mais je pense qu'on a tout à gagner de ça, hein, de toute façon.
C'est effectivement un vrai enjeu d'avenir pour nos territoires, notre patrimoine, toute cette vitalité économique. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Écoutez, non, c'est bon, merci. Je vous remercie tous les trois pour votre participation. Merci à vous. On comprend un peu mieux les enjeux sur les matériaux du patrimoine qui sont vraiment des matériaux d'avenir et qu'on peut continuer à utiliser, bien évidemment. Je vous remercie pour votre attention. Au plaisir de nous retrouver sur cette même plateforme pour évoquer d'autres sujets en lien avec le patrimoine. À bientôt.